Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui vous êtes sur le balado scepticisme scientifique pour un live de l'émission du journal en fait scepticisme scientifique du comité para et donc on va discuter tous ensemble d'un article qui s'appelle le syndrome des sceptiques et je suis avec Goulvan. Salut Goulvan. Salut. Et avec Renaud. Salut, bonjour à tous. Et donc en fait aucun d'entre nous n'est l'auteur de l'article en question, puisque c'est une traduction qu'on a réalisée pour la revue, puisqu'on a décidé que, en plus de publier des articles originaux, on publierait des articles qui nous semblent intéressants, des traductions d'articles qui nous semblent intéressants. Et donc ici, c'est un article traduit de l'allemand de Edgar Wunder. Enfin, traduit de l'anglais puis de l'allemand. Enfin, voilà, Renaud va vous expliquer ça parce qu'il s'en est en partie chargé. Pourquoi tu avais choisi cet article, Renaud? C'était ton idée. Effectivement, c'est un article qui, moi, m'avait marqué quand je l'avais lu en allemand, et ça fait quelques années, puisqu'il est sorti en 98 initialement. Et il a vraiment marqué aussi un moment important de l'histoire du scepticisme en Allemagne. Et en 2021, il s'est trouvé qu'il est paru en anglais dans une revue qui s'appelle le Journal of Animalistic, Zeitschrift for Animalistic. Et à partir de ce moment-là, du coup, c'était peut-être plus facile pour moi de le traduire, de l'amener, surtout qu'il y avait tout un dossier avec aussi une sorte de commentaire 22 ans après qui s'appelait Retour sur le syndrome des sceptiques, donc qui est le titre de tout ça. Et du coup, je trouvais que c'était un bon point de départ. Et c'est vrai que notre revue, quand elle se lançait, n'était pas connue. Du coup, de partir de traduction plutôt que de soumission, c'était un avantage. Oui, tout à fait. Donc, en fait, Wunder était, il a eu tout un parcours. Il était donc le président, apparemment, enfin, il a été membre et à un moment président d'une association sceptique allemande. Bon, c'est le GWUP, peut-être qu'on dit groupe, je sais pas quelle est la prononciation la meilleure, mais. Et donc, en fait, en gros, dans cet article, bon, donc on va discuter de l'article. Donc, j'espère que ceux qui sont là et nous écouter ont peut-être eu la chance de le lire, puisqu'il est sur notre site depuis quelques mois déjà, puisqu'on va peut-être pas le résumer, enfin, l'analyser en détail, peut-être les grandes lignes, il présente le syndrome des sceptiques. Comment tu résumerais le syndrome des sceptiques, Renaud? C'est quoi le syndrome des sceptiques? C'est une analyse qu'il essaye de faire plutôt sociologique, hein, sociologie des organisations et sociologie des croyances, plus qu'une analyse psychopathologique, hein, parce qu'on pourrait penser avec syndrome que c'est de ce type-là, mais c'est pas du tout le cas, de comment fonctionne la démocratie, la communication, les stratégies mises en place, les actions aussi, les attitudes vis-à-vis des croyances et des incroyances au sein du milieu sceptique. Et du coup, voilà, il essaie d'identifier un scepticisme qui serait annoncé comme neutre de façade et de critique scientifique, par exemple des allégations paranormales, mais qui en réalité, concrètement, quand on l'observe, et là, il avait une sorte d'ethnographie participative, hein, puisqu'il était lui-même effectivement impliqué dans une des grandes structures allemandes, eh bien, quand on regarde ce qui se passe en réalité, le discours ne correspond pas à ce qu'on constate, et que ce scepticisme, en fait, est tout à fait différent. Ouais, on peut dire que c'est une sorte d'article de ce que certains appellent maintenant du méta-scepticisme, quoi, enfin, du scepticisme sur les sceptiques ou de réflexion, ouais, méta sur le scepticisme, hein. Bah, oui, d'ailleurs, on en a déjà dit un mot. Enfin, on va donner nos impressions sur l'article, mais c'est vrai que le titre, le syndrome des sceptiques, en fait, je suis d'accord avec plein de choses dans l'article, mais je trouve que je comprends pas très bien son titre, en fait, le syndrome des sceptiques. Pourquoi il utilise le terme syndrome, comme tu dis? Ça sonne un peu médical comme ça, c'est un peu. Enfin, je sais Ouais, pas, il aurait pu utiliser toutes sortes d'autres termes en que fait, ça. Enfin, ouais, et syndrome, en soi, c'est pas un terme pathologique. C'est comme si on repérait un ensemble de caractéristiques qui ont tendance à être rencontrées en réseau, à être corrélées entre elles. Et donc, il va présenter une caractéristique qui est l'incroyance et une caractéristique qui est le dogmatisme, par exemple. Et il va se rendre compte qu'une grande majorité des membres de son organisation sont vraiment dogmatiques et incroyants. Il y en a qui sont incroyants et beaucoup plus, par exemple, ouverts d'esprit. Il y en a très peu qui sont croyants au sein des organisations sceptiques. Donc en fait, son idée, c'est que il y a ces aspects-là, et puis d'autres aspects qu'il va découvrir, comme la tendance à avoir une division, une polarisation entre
les membres à l'intérieur du groupe et les membres à l'extérieur du groupe, la tendance à pas prendre des décisions de type démocratique dans le fonctionnement au sein du groupe sceptique, et puis tout un ensemble de stratégies comme ça qui sont mis en place, le rapport à la religion, le rapport à la recherche empirique expérimentale en elle-même. Donc voilà, un certain nombre de choses qu'il rabiboche un peu. Syndrome, c'est pour montrer cette connexion, mais effectivement, normalement, on aurait pu trouver autre chose quoi, comme terme. Ouais, donc il dit, page 4 là, ces sceptiques considèrent que le but premier, voire unique de leur groupe est le travail de lobbying et de relations publiques, dans le but de repousser certaines idées paranormales dans la population ou de stopper les représentants actifs de ces croyances. Donc, en fait, il reproche à l'organisation dont il faisait partie là, de prétendre finalement faire de la recherche sur le paranormal, alors qu'en fait, ils ne font pas de la recherche sur le paranormal, ce qu'ils font, c'est du lobbying anti-paranormal, si on veut. Euh, Ouais, donc, bon, oui, peut-être qu'on peut discuter un peu de enfin, j'hésite un peu dans quelle direction partir. C'est vrai qu'il y a aussi toute une réflexion sur le fameux terme sceptique, dans quelle mesure ça s'applique correctement au mouvement sceptique, en tout cas à celle-là, dans le sens où sceptique, c'est suspendre son jugement, et si on associe ça à pensée critique versus une pensée plus dogmatique, en fait, il part dans plusieurs directions, il part dans différentes choses. Mais sur le paranormal, je pense que une de mes réactions, c'était, ben oui, enfin, cet article, c'est une critique des associations sceptiques par rapport au sujet du paranormal, mais souvent dans le mouvement sceptique à l'heure actuelle, le paranormal, on en a déjà souvent parlé, quelque chose qui a l'air de plus tellement intéresser les sceptiques à l'heure actuelle, quoi. Et c'est d'ailleurs peut-être la même chose dans le sens où en fait, il dit les sceptiques sont dogmatiques et s'intéressent pas, enfin, ils sont convaincus que le paranormal n'existe pas, donc pour eux, c'est pas vraiment un sujet réellement intéressant. Et dans le fond, à l'heure actuelle, la divergence vers d'autres sujets qui monopolisent plus l'attention des sceptiques, on pourrait imaginer que c'est lié au fait justement que les sceptiques finalement sont pas forcément des personnes qui s'intéressent fort au paranormal dans le fond. Enfin, voilà. Oui, Bon, c'est la mais discussion. effectivement, alors on peut reprendre le terme de cette organisation qui existe toujours sous ce nom-là, hein. C'est la Gesellschaft zur Wissenschaften und Untersuchung von Parawissenschaften, donc Société pour l'investigation scientifique des parasciences. Et donc, on se dit, c'est leur objet. Les parasciences sont au cœur du problème et ils vont faire des recherches scientifiques qui vont avec. Donc, quand ça a été fondé en 87, c'est en écho à plein d'autres organisations similaires en France, en Belgique, aux États-Unis, etc. Et lui, il n'a pas été président en tant que tel, il a été parmi les 19 membres fondateurs. Et il a eu à la charge surtout la question de l'astrologie, voilà, qu'il analysait, qu'il critiquait, et puis des responsabilités dans le comité de rédaction de leur revue, leur magazine qui s'appelle le Skeptiker, et il a même été rédacteur en chef du Skeptiker. Donc tout ça, pour lui, s'arrête en 98, donc c'est-à-dire après 11 ans de bons et loyaux services, enfin, je crois, et il était rentré dans des réflexions, effectivement, peut-être plus méta, qui vont l'amener à comparer les appréciations du terme sceptique dans la littérature. Et il va ensuite, 2 ans plus tard, donc en 2000, publier un livre où il analyse de façon critique, comme ça, plus d'une soixantaine de textes de gens qui se revendiquent du scepticisme et qui finalement montrent qu'ils n'ont pas tout à fait la même vision de ce que c'est, à quoi ça correspond. Et donc, on sent les prémices aussi de ce travail-là là-dedans, surtout que finalement, l'idée qu'il a, c'est que ces observations proviennent de l'organisation dans laquelle il baignait, mais il ne cherche pas non plus forcément à donner beaucoup d'exemples précis avec des noms. Ce n'est pas des attaques forcément comme ça. C'est vraiment une réflexion qui va au-delà, parce que son but, c'est de dire c'est un problème qui semble beaucoup plus général. On va le retrouver dès les fondements du scepticisme américain, du PSYCOP, etc., et dans d'autres organisations qui viendront par la suite. Oui, pour cette idée du nom de l'organisation, c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a quand même une évolution dans les noms des organisations. Le PSYCOP, au départ, c'était le Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, donc l'étude scientifique des affirmations paranormales. Et puis maintenant, ils ont permuté vers le Committee for Skeptical Inquiry, donc le comité pour l'investigation sceptique ou quelque chose comme ça. Donc c'est plus... enfin, le changement d'intérêt des associations sceptiques ou
C'est peut-être ou alors les nouveaux noms que se sont donnés les associations sceptiques correspondent peut-être plus à la réalité de ce qu'elles font. D'ailleurs, le comité para fait la même chose. C'était aussi le comité scientifique pour l'investigation du paranormal. Et maintenant, c'est quoi le Goulevent? Ah, c'est à moi de connaître ça par cœur? Le nom de l'organisation officielle. Mais on dit tellement comité Oui, para on que dit tellement comité de para que je il y a eu un oui, mais changement. C'est le oui, oui, c'était comité exact. belge pour l'analyse critique des parasciences maintenant. Voilà, c'est ça, ouais. Mais c'est encore, C'est encore un peu. mais Qu'est-ce cela que. dit oui, Ouais. pardon. Non, non, vas-y, Bah j'allais te bah relancer la balle en fait, ah bah, justement, en voilà, disant qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on vient de raconter? En fait, non, ce qui m'interpelle, c'est voilà, donc c'est un article qui a été publié en 98 et donc, moi, j'ai découvert le mouvement sceptique, déjà un peu plus tard. J'ai commencé à m'y intéresser, de loin, peut-être entre 2003, 2005, quelque chose comme ça. Et donc, moi qui n'avais pas, à la base d'intérêt spécifique ou pour le paranormal ou la cryptozoologie ou ce genre de choses, c'est vrai que, la façon dont j'ai découvert en fait, le mouvement sceptique ou les groupes zététiques puisque c'est hem, en France, c'est un mot qui était déjà, utilisé depuis Brock. Heu, C'était souvent présenté comme: «Bon, bah, voilà, on va un peu utiliser le paranormal parce que on sait que de toute façon, rien de tout ça marche», comme un petit peu, domaine d'illustration de l'esprit critique pour que vous soyez capable de l'appliquer à d'autres trucs. Et donc c'est assez intéressant, quoi. Je pense que là, beaucoup de gens qui ont découvert le scepticisme en même temps que moi ou après, ils ont eu un petit peu heu, cette introduction-là ou cette vision-là qui leur a été, donc il y a peut-être des gens qui ont découvert en lisant l'article, bon, peut-être que je suis trop optimiste, je ne sais pas. Mais bon, qui ont découvert en lisant l'article, quoi, qu'il y a des gens qui ont fait, du travail vraiment de recherche sur les parasciences et en effet, quoi, fondamentalement, il y a quand même c'est une espèce de décalage. Moi, au bout d'un certain temps, ça m'a interpellé de me dire: «Mais donc ces gens qui, ont l'air de partir du fait établi, que, rien de paranormal n'existe. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la littérature, n'ont pas l'air de s'être spécialement formés à ça ou proposent parfois des protocoles expérimentaux qui sont même pas nécessairement, je pense, les plus adaptés et donc ça m'avait quand même surpris dans ma découverte du mouvement, quoi. Donc c'est intéressant de voir que quelques années avant, il y avait quelqu'un dans une association qui, normalement, ouvertement s'intéressait au paranormal et qui avait déjà écrit un article heu, pour dire que cette tendance le perturbait. Donc voilà, moi, ma lecture est évidemment formatée par la façon dont j'ai découvert le scepticisme, mais ça m'a vraiment, oui, j'ai trouvé ça intéressant par rapport à ça aussi, quoi. Ouais, moi je pense que ça, oui, enfin, ça évoque assez bien les expériences que j'ai eues au départ du scepticisme. Je pense que l'article est un peu daté finalement. Après, c'est des tendances qui continuent à exister, mais, bon voilà, et je pense que ça reflète aussi une certaine époque, hein, enfin, c'est difficile, je suis en train de réfléchir moi-même à quelle manière, dans quelle mesure ça reflète l'époque actuelle. Mais par exemple, pour le comité para, quand moi j'ai commencé à l'intégrer la première fois, parce que je suis retiré, parce que justement, je n'étais pas satisfait, puis je suis revenu quand Jérémy et moi, on a essayé de reprendre le truc en main un petit peu. Mais au départ, oui, je veux dire, le comité para à l'époque, ça correspondait assez bien à toutes les critiques qui sont mises là, hein, c'était totalement ça, quoi. Maintenant, justement, à l'heure actuelle, si on dit, c'était une des raisons pour laquelle un de mes rêves, c'était d'avoir une revue scientifique pour le comité para. C'était justement, voilà, pour avoir véritablement un pôle recherche. Bon, évidemment, il y a quand même eu toujours l'Observatoire zététique qui a fait un peu d'enquête de terrain, où ils faisaient des efforts pour aller sur le terrain, même si les gens surestiment certainement dans leur imaginaire la quantité d'enquêtes de terrain qui a été faite, mais on ne peut pas dire qu'ils ne faisaient rien. Enfin, voilà, c'est toujours, est-ce que les associations sceptiques
doivent avoir un pôle de recherche finalement qui, par exemple, chez nous, ce serait la revue scientifique, ça pourrait être une équipe qui investit sur le terrain des maisons hantées ou des cas d'ovnis. Est-ce que ça doit faire ça, une association sceptique? Mais j'ai l'impression que quand je dis ça, je parle encore de la zététique telle que moi je l'envisage, mais qui est une vision à l'ancienne finalement. Les nouveaux, ils ont l'air d'être très décalés par rapport à ça et de dire, bah non, la zététique ou le scepticisme, c'est juste de la vulgarisation scientifique, et tant qu'on fait bien la vulgarisation, on fait du bon scepticisme, je sais pas trop. Ouais, c'est intéressant parce que je pense que là, on invitait à lire l'article de 98 traduit, mais aussi peut-être l'article de 2021 sur une rétrospective. Et les deux montrent qu'il s'est quand même tenu au courant un peu des avancées, et il repère quelques points intéressants. Le contexte allemand, pour moi, il est vraiment en miroir de ce qui s'est passé aux États-Unis, hein, parce que Marcelo Truzzi a déjà mis en évidence les mêmes problèmes dans l'organisation qu'il avait cofondée, enfin, dont il était un des premiers membres. C'est une cohabitation entre des approches différentes du scepticisme, et notamment, qu'est-ce qu'on fait des allégations empiriques, des claims, des revendications autour du paranormal, comment on les étudie, comment on dialogue avec les tenants de ces hypothèses-là, comment on les traite, comment on les maltraite. Et pour le coup, ça a généré, là aux États-Unis et là en Allemagne, une scission. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet article de Wunder, c'est aussi une sorte de début de programme de recherche différent qui va conduire à la fondation de la Gesellschaft für Anomalistik, la Société pour l'anomalistique, qui, elle, essaie de traiter avec davantage d'approches plus académiques, neutres, en entraînant plutôt des débats sur toutes les questions controversées. Donc, en essayant de sortir de la position dogmatique, ou en tout cas de la critiquer, et avoir une position plus réflexive en permanence. Donc, il y a cette scission-là qui fait qu'aujourd'hui, en Allemagne, comme dans d'autres endroits, il y a cohabitation, société qui se revendique du scepticisme, mais ne l'applique pas de la même façon. Donc là, déjà, c'est intéressant d'avoir ce repérage-là, parce qu'on a toujours cette idée d'une sorte d'unité du monde des sceptiques, une sorte de communauté sceptique, et en réalité, il y en a plusieurs. Hein. Donc ça, c'est déjà un point qu'on peut traiter. Oui, moi, pour donner une anecdote qui va dans le sens de ce qu'on est en train de lire, enfin de commenter, auquel j'ai pas mal, enfin ça m'a fait penser à ça quand j'ai lu l'article. Donc il y avait l'EXO, l'association des sceptiques européens, qui organisait tous les X années un colloque, comment dire, qui regroupait dans une des capitales d'Europe des sceptiques. Et alors j'étais allé, quand j'étais un sceptique débutant, je crois que c'était, je vais me tromper de date, mais enfin c'était avant 2010, à mon avis c'était dans 2004-2005, un truc comme ça. Je suis allé, ils ont organisé à Bruxelles, et donc j'étais allé, donc c'était organisé par l'association sceptique néerlandophone. Donc le comité para, il faisait rien à cette époque-là, donc il n'était pas partie du truc. Enfin, j'étais le seul du comité para, entre guillemets, à l'époque, à y être, parce que j'étais membre à ce moment-là. Et donc ils avaient invité Rupert Sheldrake, qui est un parapsychologue assez connu en Angleterre, à faire une présentation. Et en fait, c'est un des trucs qui m'a quand même fort titillé à l'époque quand j'ai vu, parce que donc on avait une sorte de représentant de la fleur des sceptiques européens dans la salle, avec Rupert Sheldrake qui fait une présentation. Et après, dans la séance de questions-réponses, finalement, il y avait des professeurs de physique, etc., mais on voyait qu'ils étaient... En fait, ils n'avaient pas grand-chose à lui opposer de très concret, quoi. Enfin, dans le sens où, visiblement, ils ignoraient la littérature, quoi. Ils n'étaient pas au courant de quoi ils parlaient vraiment. Et en fait, ils gloussaient dans le genre, c'est complètement stupide tout ce qu'ils racontent, forcément. Mais c'était l'absence comment dire, on voyait d'expertise, quoi, qu'il n'y en a aucun dans la salle qui était capable de vraiment engager le débat avec lui un peu sérieusement, alors qu'on avait dans la salle 50 ou 60 sceptiques, parmi les meilleurs sceptiques d'Europe en théorie, quoi. Donc c'est vrai que ça m'avait un peu interpellé à l'époque sur le sujet de la parapsychologie, en tout cas, et je pense que c'est assez représentatif de ce qu'il dit dans l'article. Bon, en tout cas, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils avaient invité Rupert Sheldrake à un colloque sceptique quand même, et que Sheldrake avait fait l'effort de venir en plus. Mais en fait, c'est ça, c'est une question de cette mixité. Quelles sont les conditions qui la rendent possible? Et ce que montre un peu l'article, c'est que c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a une sorte de besoin sociologique d'être entre soi,
d'avoir un espace où on peut souffler et on peut dire même toutes les insultes qu'on pense et qu'on ne dira pas forcément dans un discours public sur les gens qui diffusent ou qui contaminent le public avec des idées contre lesquelles on veut lutter. Et donc là, il y a des effets qui sont de nature en fait groupale, hein. Enfin, il y a plein de groupes où les gens se réunissent entre eux et puis sont solidaires. Et il dit que ça a des effets pervers dans une démarche qui devrait être scientifique. Par exemple, un de ses collègues disait n'importe quoi de façon récurrente sur un dossier que lui maîtrisait. Personne ne disait rien. Même quand il a fini par quitter le groupe, personne ne l'attaquait. Et les réactions, la justification que donnaient les collègues, c'était « je ne veux pas nuire au mouvement sceptique ». Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont plus très aux logiques sociétales de groupe que aux logiques scientifiques. Et ça, c'est intéressant de dire, on reste des êtres humains qui font de la recherche ou qui aiment la recherche et on a tous des motivations d'ailleurs très différentes pour nous intégrer dans telle ou telle association. Et là, ça joue quand même un rôle qui peut avoir des conséquences. Oui, enfin, tu parles de deux choses, mais il y a les insultes pour ceux qui connaissent pas, ou je sais pas s'ils sont nouveaux dans le mouvement sceptique, mais ce qu'on utilisait avant, enfin, ça s'utilise encore, je suis sûr, mais bon, moi je l'utilise plus depuis longtemps. Mais par exemple, Syphil pour les parapsychologues, ça, je crois que c'était Henri Brock qui utilisait ça à la grande époque. Ou en tout cas, dans le cercle zététique, ça s'utilisait pas mal pour dire les fans de psy, quoi, hein, qui était une forme d'insulte, évidemment. Bon, en ufologie, les croyants, les vrais croyants, parce que enfin, c'est un truc. Mais après, ça, c'est des traductions de termes américains, hein, true believers. Mais alors, en plus, croyant, c'est un peu. Ouais, par moi, j'ai du mal à trouver un terme pour le remplacer. Là, par contre, alors je suis parfois coupable de Mais par exemple, l'utiliser. si au lieu de dire sceptiques, on disait les incroyants, puisqu'en fait, ce qui va les Ouais. caractériser et ce qui fait le point commun, c'est que eux, ils ne croient pas à telle ou telle chose. Mhm. Mais avec parfois le même défaut d'études de la littérature empirique, etc. Je pense que les sceptiques voudraient jamais qu'on les appelle des incroyants. Pourtant, en fait, c'est une attitude cognitive là très très concrète. Ah, totalement. C'est vrai que c'est une terminologie qui pose problème, ça c'est sûr, quoi. Oui, en fait, en anglais, il y aurait proponent pour l'ufologie, qui est moins. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de traduction vraiment. En tout cas, je me suis déjà un peu battu dans ma tête à chercher une terminologie qui serait meilleure. Mais les avocats du phénomène OVNI, ce serait plutôt ça le phénomène. Mais c'est vrai que ça s'est Oui, pas du tout je crois que utilisé. c'est ce Ouais. qu'ils ont utilisé dans Debating Psy Experiences, un livre collectif où il y a pas mal de sceptiques et de parapsychologues qui essaient de discuter ensemble. Ça a dû être publié en 2010, la co-direction de Stanley Krippner. Donc oui, Advocate et Counter Advocate. C'était comme Ouais, ça que c'était mis. finalement, Bon, c'était encore ouais, vers ça que après, le ça aille. problème, c'est de dire, parce qu'une personne, par exemple, est affiliée à telle ou telle organisation, elle peut se revendiquer pour l'ensemble de choses qu'elle va dire d'une position qu'on connaîtrait d'avance. Voilà. Et on pourrait généraliser sa position ou généraliser le type d'argument qu'elle apporte à ça. Or, la réalité, c'est que dans le monde du scepticisme comme dans le monde du non-scepticisme, il y a une grande diversité des opinions, des approches. Quelqu'un peut croire, je sais pas, aux phénomènes paranormaux, mais pas du tout aux ovnis, voilà, enfin, et avoir même peut-être une sensibilité différente. Ou alors, des dossiers que je connais pas, je vais être beaucoup plus neutre, etc. Donc, le fait d'utiliser des termes à emporte-pièce, un peu de catégorisation rapide, généralement va nuire à l'analyse qui nous intéresse, qui est, OK, quelle est la valeur de l'argument? Peu importe qui l'a dit, d'où il vient, son organisation, quelle est la valeur, comment on peut vérifier, corroborer ce qu'il raconte, quoi. Ouais, de ce côté-là, il y avait enfin, il y a un passage intéressant sur le rejet du débat sur la religion, enfin, pour des raisons tactiques d'après lui. Bon, en général, c'est justifié parce que, par certains sceptiques, parce qu'en disant un truc du style, c'est pas des affirmations empiriques, ça relève de la métaphysique et blablabla. Enfin, bon. D'ailleurs, c'est pas ma position, mais puisque moi je trouve que c'est des questions dont on peut, enfin, la contre-apologétique, j'en parle souvent sur le podcast. Mais ouais, donc il parle de ça et en disant oui, il y a une division, enfin, on va faire une division du travail et pas les associations athées critiquent les religions et nous on critique les parasciences. Mais, pour toujours raconter une anecdote, j'ai eu le problème, entre guillemets, parce que j'avais un collègue sceptique. Quand j'ai publié le Zach et Zoé sur la mythologie chrétienne, il s'est brouillé avec moi et depuis il ne me parle plus. Parce qu'en fait, il était catholique et sceptique. Alors, il m'a dit, mais les associations sceptiques ne doivent pas parler de religion, quoi. Et donc, parce que comme Mythépara avait financé en partie le livre. Donc, c'est marrant cette séparation de la,
des sphères d'influence, quoi. Mais c'est marrant, et ça montre aussi qu'en réalité, et c'est pour ça que je pensais à ça, ce que tu dis, il y a une diversité d'opinions que les étiquettes ne reflètent pas. Donc là, on avait quelqu'un qui se réclamait sceptique, mais qui était croyant religieux, catholique. Or, on imagine a priori, même il en parle dans l'article, la plupart des gens sont athées dans les mouvements sceptiques, mais en fait, il y a tout des gris verts et du gris entre gris clair et gris foncé, quoi, et les gens n'ont pas forcément des opinions aussi Oui, simples que des on étiquettes, quoi. retrouve par exemple au 19e siècle des protestants qui sont les meilleurs sceptiques de l'époque. Ils croient au miracle de la Bible, mais ils pensent que depuis, il n'y a pas d'autre miracle. Et que tout ce qu'on raconte dans le merveilleux, c'est bidon, et du coup, ils vont faire appel à l'hallucination, aux théories en vigueur, etc. Donc, voilà, c'est quand même, il y a de ça. Et ce qui montre Edgar Wunder dans l'article sur la rétrospective qui revient après, c'est que cette position de division du travail, donc, et de rejet de la question religieuse dans le mouvement sceptique, elle vient de Paul Course. Paul Course, qui est un des fondateurs du scepticisme à l'américaine. Et Paul Course, finalement, il a créé cette division du travail parce qu'il a créé à côté du CICOP un autre organisme pour travailler et attaquer directement les revendications religieuses. Et petit à petit, d'année en année, les deux projets ont fusionné parce que le lectorat était à 80% athéiste, hein, du magazine du CICOP, etc. Et donc, et maintenant, ce qu'il dit, c'est que la religion fait totalement partie du mouvement sceptique américain, à tel point qu'on ne peut plus les distinguer. Déjà, on ne pouvait pas les distinguer en termes de locaux, de personnel. C'est les mêmes individus qui faisaient le même travail, mais sous deux enveloppes différentes. Et aujourd'hui, c'est la même enveloppe. C'est-à-dire qu'il y a le Center for Inquiry, dans lequel le CSI, il le dit, c'est juste un projet, un programme de recherche au sein d'une lutte athéiste, nouvelle athéiste, qui a fusionné avec la fondation Richard Dawkins, qui a fusionné avec d'autres choses. Donc en fait, la lutte contre les croyances religieuses, alors, aux États-Unis, c'est un autre contexte, hein, c'est central, mais du coup, ça revendique aussi, ça vient permettre aux sceptiques de dire nous pouvons traiter de questions politiques, de questions sociétales, qui habituellement ne sont pas dans le champ d'œuvre en fait, des scientifiques empiriques et expérimentaux. Donc, on est parti du paranormal, on n'y est plus du tout. C'est la dernière roue du carrosse. Et ce qui s'est passé, du coup, en 50 ans d'évolution aux États-Unis, arrive petit à petit en Europe. On est arrivé à ça. Toi, tu l'as constaté dans ta génération, Jean-Michel. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, Paul Kurtz, donc c'est un philosophe qui a fait l'humanisme séculier, hein, donc une vision du monde athée, moi, c'est ça, une sorte de vision du monde que des athées. C'est vrai il avait l'autre organisation, mais moi j'étais abonné à un moment à son autre journal, quoi. Il y avait le journal Skeptic Inquirer pour la critique des parasciences, et puis il y avait l'autre. Mon nom m'échappe, mais c'était un nom, enfin, je veux dire, voilà, sur l'athéisme, de toute façon, où il critiquait juste la religion, le droit au blasphème, etc. Et c'est vrai que c'est marrant parce que c'était vraiment, enfin, il avait les deux casquettes comme ça, avec deux organisations différentes. Ouais, ben, oui, c'est ça. Donc, moi, je pense que les choses comme tu le dis, ont évolué, le désintérêt du paranormal dans les associations sceptiques en général, et alors aussi au niveau, ce qui décrit qu'on ne peut pas se critiquer les uns les autres, etc. Bah, avec Internet, ça a complètement. Il suffit d'aller sur Twitter pour savoir que c'est plus vrai, quoi. Mais en fait, ce qu'il écrit, oui, c'était des choses que j'entendais à l'époque des associations physiques, voilà, dans les années 2000. Il fallait dans le Z, etc., au début d'Internet. Enfin, oui, le début d'Internet, ou en tout cas, début des blogs, etc. Maintenant, c'est complètement disparu, quoi. Je veux dire, les sceptiques aiment bien se prendre le chou sur Internet, quoi. Ça, bon, après, c'est probablement une bonne. Enfin, voilà. Enfin, c'est ce que c'est, de toute façon. La politique, avant de ne pas se critiquer les uns les autres publiquement, c'était clairement une mauvaise politique. Donc, on est peut-être un peu allé dans l'extrême inverse maintenant, mais en tout cas, la situation est plus du tout comme ça, quoi. Bah, moi, c'est une question que je me pose, c'est-à-dire, il y a des sortes de petites batailles, beaucoup sur l'ego, la visibilité, des sortes de dramas comme ça. Mais à quel moment on prend la revue, les publications de l'autre et on publie une analyse détaillée, argumentée, comme on le ferait si ça venait d'un astrologue ou quoi que ce soit. Ça, je ne vois pas encore beaucoup. Alors, en Allemagne et même aux États-Unis, en fait, finalement, ils sont arrivés à ça avec justement ces mouvements dissidents qui ont introduit, notamment Marcel Trotsky, a introduit la notion de pseudo-scepticisme.
les gens qui prétendent faire du scepticisme et qui n'en font pas vraiment. Et ils ont développé notamment un forum intéressant qui est l'Open Peer Commentary. Donc, il y a un article qui induit quelque chose, qui amène quelque chose, voilà, je sais pas, Sheldrek balance ses trucs. Et derrière, on invite des chercheurs de tous les bords à analyser et à critiquer. Et à la fin, on permet à l'auteur de l'article initial de répondre, etc. Donc, on organise les moyens d'avoir un débat avec différents points de vue et on publie un numéro, 2 numéros, juste sur cet Open Peer Commentary. Donc ça, c'était vrai dans le Zététique Scholar qu'avait fondé Marcelo Truzzi, et c'est également vrai dans la revue d'anomalistique publiée par la Gesellschaft allemande. Mais cet Open Peer Commentary, moi, je ne l'ai jamais vu encore en France. On n'a pas, peut-être que notre revue permettra ça un jour, mais on ne se tire pas encore vraiment dans les pattes concrètement sur des arguments qui tiennent pas la route, quoi. Oui, enfin, d'ailleurs, parce que mon navigateur s'est mis à jour et donc je vois qu'on a raté une tonne de commentaires sur le chat. Donc il y a peut-être des trucs quand même auxquels ça peut être intéressant sur lesquels ça peut être intéressant de rebondir. Mais c'est vrai que juste pour rebondir sur cet aspect-là, bon, enfin, c'est vrai qu'il y a finalement, il y a pas tellement d'opportunités de débattre et de vraiment disséquer des arguments des uns et des autres, quoi. Je veux dire, les conflits qu'il peut y avoir ou les accrochages qu'il peut y avoir, notamment en ce moment sur Twitter, ont quand même pas grand-chose à voir dans l'ensemble. Bon, j'ai peut-être raté des trucs parce que j'y suis peu, mais euh, ça a pas grand-chose à voir avec des affirmations de fond que tout le monde essaierait d'analyser un peu comme une espèce de revue par les pairs ouverte, quoi. Donc, c'est pas ça qu'on fait avec l'outil, en tout cas pour le moment, quoi. Donc voilà. Sinon, je suis un peu en train de rattraper ce qui a été marqué parce que je pense qu'il y a des trucs intéressants, notamment aussi. Donc là, je fais mention de trucs qui ont été postés il y a 20 minutes et je présente toutes mes excuses à la personne qui l'a posté. Euh, il y avait un premier commentaire que j'ai vu par rapport à peut-être que c'était un peu réducteur de notre part de dire que maintenant le mouvement sceptique principalement faisait de la vulgarisation. C'est, je pense, des centres d'intérêt qui ont évolué. Enfin, bon, je pense que ça peut être un débat, mais j'essaie de ramener quand même des commentaires qui ont été faits et que je pense qu'il y a voilà, il y a des centres d'intérêt qui ont évolué, mais je pense qu'il y a une ambition qui se borne pas nécessairement à la vulgarisation. Par contre, il y a en effet le problème parfois de ne pas maîtriser la littérature qui est derrière. Un autre commentaire qui m'avait semblé important, c'était de parler justement de ce qui avait défini euh, comment dire, le fait que les gens, d'après ce d'après ce qui était décrit dans l'article, en fait, le syndrome des sceptiques, c'était pas tant que pour des raisons de dynamique sociale, les gens avaient fini par se retrouver entre personnes qui avaient le même point de vue, mais ça donnait plutôt l'impression d'être un peu dans l'autre sens, où c'était plutôt des gens qui avaient des points de vue similaires et qui s'étaient définis comme étant contre les tenants des parasciences, et dire voilà, on va travailler à partir de là, et donc du coup, à partir de ça, le bloc est déjà homogène et déjà un petit peu fondé par rapport à une ligne de front. Donc du coup, évidemment, ça facilite pas ça facilite pas la mixité. Et donc voilà, ça c'était parmi les principaux commentaires que j'avais vus. Je vais lire le reste et peut-être revenir sur vous. Ouais, enfin, oui, en fait, j'avais lu la remarque sur le mouvement sceptique, ce n'est pas juste de la vulgarisation à l'heure actuelle. Et j'essayais d'y réfléchir. C'est vrai que c'est une question compliquée. Mais déjà, en fait, ma première réaction, et c'est de ce dont on parle aujourd'hui, hein, c'est de dire, bon, de la recherche. Si c'est des groupes qui font de la recherche, les associations sceptiques, ça implique quoi? Bah, ça implique une recherche empirique, par exemple comme l'OZ qui allait sur le terrain, et puis ça implique des publications scientifiques comme on essaie de les encourager dans la revue ici.
Et enfin, c'est quelque chose qui est pratiquement inexistante. C'est pour ça qu'en fait, j'ai tendance à classer tout le reste sous l'étiquette vulgarisation, mais c'est parce que j'ai pas de meilleur mot pour dire, parce que c'est vrai que souvent, le problème de l'étiquette vulgarisation, c'est bon, création de contenu, on va dire, mais en tout cas, les sceptiques, en tout cas frontalement, disent qu'ils vulgarisent quelque chose, donc ils vulgarisent une littérature X. Après, dans quelle mesure ils la vulgarisent, qu'est-ce qu'ils vulgarisent exactement, enfin voilà, c'est là que le terme vulgarisation, mais en fait, j'utilise le terme vulgarisation pour moi pour dire qu'ils font pas de la recherche. Mais si on, ouais, on pourrait appeler ça de la production de contenu alors. Mis à part ça, mis à part de la production de contenu, une association comme le Comité Para, ça fait quoi? Ça crée du lien social entre des gens qui ont des convictions similaires. Qu'est-ce qu'on fait d'autre en tant que sceptique? Je vois pas grand-chose Moi, d'autre en fait. Ouais. je te rejoins, Jean-Michel. En fait, si on dit qu'ils font pas de la vulgarisation, on demande alors que font-ils? Si on dit font-ils de la recherche fondamentale, font-ils de la recherche appliquée, font-ils de la théorie? Ben, en fait, non. Si on compte des publications, un comité de lecture qui émergeraient, comme si on pouvait penser ces organisations comme des laboratoires, des collectifs de chercheurs, en tant que tels, ben, je sais pas, même le laboratoire d'esthétique de Brock, il y a une publication dans une revue à comité de lecture française. L'OZ, j'ai vu une publication de Florent Tournus, une fois dans le GSPR il y a quelques années, mais en gros, c'est pas le cœur de projet, très clairement. C'est pour ça que c'est une autre forme, c'est la critique scientifique qui peut être faite sur les travaux faits par d'autres, et c'est tout à fait nécessaire. Ça participe, mais le plus souvent, c'est même pas encore ça. Parce que pour que ce soit ça, il faudrait que même cette critique, elle ait fait une revue de littérature correcte, et elle aille vraiment retoquer à l'endroit où ça a été publié. Par exemple, avoir reproduit une étude, dire que ça marche pas, ou publier dans une lettre à l'éditeur pour dire ça ne tient pas la route, demander une rétraction de telle et telle étude. Ça n'arrive pas en fait. En tout cas, là, dans les organisations allemandes, francophones, même américaines, je vois rarement ça. Pour l'autre aspect de dynamique sociale sociétale, c'est que ce que pointe Edgar Wunder, c'est le phénomène d'identité. J'ai mon badge, je suis membre d'eux, je me dis sceptique. Personne n'est là pour vérifier ou m'enlever cette étiquette que je me donne. Et puis, il disait que ça se passait dans le vocabulaire très vite. On utilise le nous. Nous, aux organisations, contre eux qui sont, voilà. Et cette opposition, cette polarisation, elle est vraiment un marqueur qui est là du côté non pas de la recherche scientifique, mais de l'identité sociale. Et deuxième aspect qui montrait, c'est quels sont les mouvements, la dynamique qui autorisent une cohésion des individus au sein d'une organisation et qui peut parfois manquer de cohésion, créer des implosions, créer des dissonances. Là, on voit des dissonances entre différentes sous-groupes microscopiques ou plus ou moins visibles du scepticisme, mais au sein d'une même organisation, des gens partent, des gens sont éjectés, des gens viennent, etc. Mais lui disait, il n'est pas arrivé au scepticisme parce qu'il cherchait à faire des câlins à des gens qui pensaient comme lui, il voulait étudier ces sujets. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le point de vue de tous les membres, et que quand il a commencé à dire non, mais il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, par exemple, comment pouvons-nous inviter les gens qui ne pensent pas comme nous à discuter avec nous? Là, on lui a dit non, c'est pas possible, on va pas faire ça. Ça peut que leur faire de la pub, ça peut que nous nuire. Et donc là, il se rendait compte qu'il y avait qu'il amenait un danger. Voilà, il présentait ça, c'est-à-dire que les incroyants, donc qui ne croyaient pas au paranormal, mais qui étaient plutôt dans l'idée mixité, ouverture d'esprit, discussion empirique, créer un problème en risquant de créer des divisions au sein du groupe qui était plutôt majoritaire et qui était plutôt incroyant de type dogmatique. Oui, je vois que dans les commentaires, c'est ça, la personne en question dit il ne faut pas faire une opposition entre recherche scientifique et vulgarisation. Et donc, pour lui, les sceptiques ne font ni l'un ni l'autre, ils font juste du militantisme, quoi. Oui, enfin, je veux dire, on est globalement d'accord avec ça, je pense, hein. Mais, ouais, ouais, c'est ça, quoi. En tout cas, moi, j'espère qu'il y aura plus de recherches, mais ça, c'est sûr. Et puis, pour la vulgarisation, on peut espérer que certains créateurs de contenu essaient de faire du bon travail, mais je comprends bien la remarque, quoi. On n'est pas vraiment en désaccord avec ce qu'il est en train de dire, en tout cas.
En fait, c'est cela que je remarque, enfin, comment on considère les sociétés d'anomalistique. Je pense donc à la Gesellschaft für Anomalystik qui est issue de cette dissidence, c'est-à-dire avec Edgar Wunder, d'autres membres de la GFA, enfin de la groupe, et d'autres chercheurs qui n'étaient dans aucune organisation ont rejoint la GFA, la Société pour l'anomastique. Et là-dedans, quand on regarde cette revue pour l'anomastique, il y a des vraies recherches, des choses qui sont publiées là-dedans, qui sont effectivement des nouveaux contenus, des analyses alors, avec sciences humaines, avec sciences empiriques, etc. Là, on se rapproche presque d'un idéal de scepticisme peut-être à l'ancienne, qui va peut-être pas plaire à tous, mais qui fonctionne au niveau académique. C'est-à-dire, c'est publié là, mais ça peut aussi être publié ailleurs dans d'autres revues à comité de lecture. Là, voilà, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens attendent de cette organisation, comment ces organisations se pensent, et où se fait véritablement la recherche. Je pense à ça parce que si je m'intéresse à un phénomène, je ne sais pas, ça pourrait être l'astrologie, ça pourrait être la sensation d'être observé, par exemple, comme il y a eu un article récemment dans une revue de la PIS, c'est où que je trouve les analyses critiques les plus pointues là-dessus. Est-ce que je peux faire confiance à une organisation qui se déclare sceptique, mais qui évite en fait le débat empirique, ou alors je vais où en fait? C'est où que se trouve l'info? Ouais, bah ouais. Moi, je pense qu'on a un peu fait le tour de l'article, mais je sais pas si Goulvan, toi, tu as encore des choses à... Non, bon, comme je disais, je suis évidemment peut-être un petit peu plus extérieur à cette thématique parce que euh, c'était aussi pas ma motivation première pour rentrer dans le mouvement sceptique, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu d'une part cette perspective historique, voir comment ça a évolué, voir comment les choses ont évolué dans différents pays, les tendances à long terme. Et je pense que c'est sain de se poser ce genre de questions. Je trouve que c'est intéressant et je crois que c'est la raison pour laquelle il nous avait semblé collectivement que c'était assez intéressant comme article à choisir comme première traduction pour la revue. Il y en aura certainement encore d'autres pour un peu lancer des débats de ce genre et aussi peut-être justement je ne sais pas si je devrais dire des gens comme moi, mais en tout cas à amener des gens à s'intéresser à des choses qui ont été importantes ou qui peuvent encore l'être dans l'histoire du courant sceptique et se dire, bon voilà, tiens, j'ai jamais tellement réfléchi à ça, pourtant il y a des gens qui y ont travaillé, qui travaillent toujours, ou voici notre mode de fonctionnement, est-ce que on devrait retourner dans telle ou telle direction, enfin voilà, ce que je dis est un peu flou, mais j'espère que quelqu'un comprendra ce Ouais, que je dis. en Avec un même peu de temps, chance, j'ai été ouais. suffisamment flou pour que tout le monde puisse comprendre des trucs différents et être d'accord, mais Oui, dans ma tête, de me faire l'avocat du diable en disant, mais en plus, qu'est-ce que les gens cherchent dans les associations sceptiques et ce qui dit dans l'article, mais sous un jour plus positif. Bah, si on prend le comité PAA, la plupart des gens, ce qu'ils aiment bien, c'est venir aux conférences du comité. Et alors, en fait, c'est un peu un club comme ça de personnes qui s'entendent bien, qui ont des convictions assez similaires et qui se retrouvent une fois par mois pour discuter autour d'une bière de, de sujets divers et variés avec un intervenant qui leur parle de sujets qui les intéressent, en tout cas on l'espère. Je veux dire, à mon avis, c'est vrai que c'est ça dont il parle, mais enfin, dans l'article, c'est présenté sous un jour négatif, évidemment, l'idée de vouloir s'identifier en tant que sceptique. Mais en même temps, enfin, je me dis, ben, il y a quand même, moi, enfin, il y a quand même un aspect positif à la chose. Enfin, en tant que sceptique, bah, moi, je suis content d'aller à ce genre de réunion et voilà, je dirais, bah oui, on se retrouve toute la semaine avec des gens qui ont des convictions très différentes des nôtres, et donc c'est agréable une fois par mois de se retrouver avec des gens qui ont quand même des convictions un peu similaires, une vision du monde un peu similaire. Mais, du coup, c'est marrant parce que présenté comme ça, en fait, c'est un peu comme aller à l'église, hein. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein, les églises, c'est des lieux de rencontre, voilà, où on crée du lien social. Ben, là où j'essaie de dire que ça peut être vu positivement, enfin voilà, créer du lien social, c'est pas
Il présente ça de manière très négative, mais ce n'est pas nécessairement aussi négatif que ça. Ça peut être juste, voilà, sympa, quelque chose à faire. C'est moi qui suis flou maintenant, mais Goulvan va me rattraper, va me dire ce que Non, j'essayais non, de mais dire. enfin, je Non, trouve non, que non, j'ai très bien compris. tu décris bien les choses. Il y a des mécanismes. On ne peut pas avoir honte ou dire c'est le mal ou c'est le bien, mais ça en fait partie. C'est juste qu'on n'arrive plus aujourd'hui à tout à fait distinguer quand une critique est émise de la part de quelqu'un ou d'un groupe qui se dit sceptique, à quel point cette critique a une valeur scientifique qui n'est pas conditionnée à une sorte de subjectivité ou de collectivisme subjectif derrière, quoi. Donc on parlait d'organisations qui sont d'abord militantes avant d'être scientifiques, sauf que le discours, c'est de dire nous militons pour la science, nous représentons la science, le discours de la communauté scientifique. Et donc là, il y a toujours un peu une dissonance. Enfin, Kamen Wunder, c'est une réflexivité. C'est-à-dire, lui, il est dans ce courant-là, mais en même temps, il est sociologue, et il se rend compte qu'il y a un écart entre le discours, et notamment le discours qui vaut pour le public, qui est un discours éminemment stratégique, pensé de façon tactique et admis en interne comme étant tactique, et en interne, c'est les ressorts sociothéo, émotionnels, qui jouent en fait à plein et qui prennent le dessus sur la capacité de critique entre pairs de façon constructive. C'est ce qu'on pourrait, c'est le reproche qu'on pourrait faire par exemple aux parapsychologues de dire, bah voilà, il y a des revues de parapsychologie, mais ils font les expertises entre eux. Il y a forcément une sorte de connivence évidente. On ne peut pas faire confiance à ces revues, on ne peut pas faire confiance à ces colloques, à ces chercheurs. Ils vont tous dans le même sens, ils se serrent les coudes. Et en réalité, c'est vrai pour toute organisation. Et finalement, ça devient difficile de trouver des espaces de débat où on touche vraiment au dur. C'est-à-dire, on trouve les résultats, les protocoles, et on peut vraiment avoir des arguments qui sont plus de nature scientifique, en l'occurrence. Ouais, t'expliques ça clairement. Moi, la façon dont je le dis souvent, c'est de dire les sceptiques disent qu'ils représentent la science, mais en fait, souvent, ils prennent parti dans le débat scientifique. Ils ont une position dans le débat, quoi. Ils défendent une position dans le débat. Je veux dire, voilà, dans le champ de la psychothérapie, les sceptiques sont clairement très fortement anti-psychanalyse. Je veux dire, c'est pas. Alors que dans le monde académique francophone, il y a plein de psychanalystes. Donc, ils ne représentent pas de manière neutre le domaine académique tel qu'il existe dans. Enfin, voilà, ils prennent position dans le débat de manière forte souvent. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est ça qui m'a. Enfin, je veux dire, c'est parce que évidemment, toi et moi, enfin Renaud et moi, on est d'accord sur l'idée qu'on aimerait bien que les sceptiques fassent de la recherche. Mais du coup, c'est ce on vient de passer 45 minutes à le dire. Mais dans le fond, j'ai l'impression qu'ultimement, c'est pas ce qui intéresse les sceptiques, quoi. Et c'est ça qu'explique Wundt et que je disais, l'aspect social de la réunion, c'est que. Enfin, je sais pas, c'est une façon de dire souvent. Moi, je En trouve fait, que. Ouais. je ne souhaite pas tellement que les sceptiques fassent de la recherche, tant mieux s'ils le font. C'est-à-dire qu'il y ait une cohérence entre le titre de l'organisation, le titre qui se donne, l'objectif de neutralité, nous allons vous donner le point de vue de la science sur tel ou tel sujet, et ce qu'ils font en réalité. Voilà. Pour moi, c'est si vous voulez vous retrouver dans telle association d'astrologues, d'antipsychanalyse, des trucs comme ça, mais avouez, c'est-à-dire le but, c'est de trouver des liens sociaux autour de ça, un site de rencontre de sceptiques. Why not? Le Mais club des antipsychanalystes. voilà, mais bien sûr, mais pas de problème. Mais si on dit que c'est en même temps, au même endroit que c'est le forum académique de discussion de la réalité scientifique de ces sujets, bah non, en fait, c'est pas le cas. Là, on est en train de tromper le public en essayant de voler une sorte d'autorité épistémique. La recherche, la science, elle est de notre côté. Voilà. Et l'avis des autres ne compte pas. Et quand on fait ça, en fait, on génère plus de confusion qu'autre chose. Je sais pas, là, récemment, je lisais un article de l'Association française pour l'information scientifique. Enfin, ça pose des choses quand même derrière. Et ça reprend des erreurs. On a l'impression que la personne qui a écrit l'article n'a pas lu un seul des articles qu'elle cite. Et c'est assez fou de se dire ça, que c'est diffusé, c'est en kiosque, que ça a des dizaines de milliers de lecteurs. Ça a encore un nouveau prix Nobel qui vient de rejoindre le comité d'honneur à l'INSPE. Et derrière, niveau scientifique et débat scientifique, on n'y est pas. On n'y est pas. Et donc pour moi, là, il y a un côté arnaque enfin voilà, et qui est trompeur. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Ouais.
Moi, je pense que nos positions ont été clairement énoncées. Donc, Goulven, un mot de la fin. Pourquoi moi? Ce sera peut-être ça mon mot de la fin. Non, non, voilà, moi je trouve que je- dans l'idée d'avoir une approche justement critique, je trouve que c'est intéressant de justement se poser la question de savoir est-ce qu'on est vraiment justement en cohérence par rapport à ce qu'on prétend être et ce qu'on fait réellement. Et en soi, voilà, avoir tendance à se regrouper autour d'intérêts communs, c'est pas une mauvaise chose. Moi, en plus, bizarrement, hein, j'ai une position peut-être, comment dire? Enfin, je suis chercheur, je passe ma vie à faire de la recherche, donc du coup, a priori, ça m'intéresse et c'est pour ça que je m'investis dans la revue, mais j'ai pas, en plus rejoint une association sceptique pour faire, de la recherche, également le week-end pour me changer de la semaine. Donc du coup, voilà, j'ai aussi une perspective différente sur le truc, quoi. Donc Mais non, mais voilà, tu vois, c'est un point intéressant, quoi. mais oui, voilà, bah, c'est ouais, comme ça, j'aurais contribué tout de même. Mais toujours, non, voilà, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ces trucs-là. Et donc, si certains des articles qu'on traduit peuvent permettre de discuter entre nous, ou même soi-même, de se poser la question, de savoir finalement où est-ce que je m'inscris dans ce mouvement, qu'est-ce que je fais finalement. Je trouve que ça vaut la peine. Et moi, ça fait partie des trucs que je trouve vraiment intéressants justement dans le scepticisme, justement, de me poser ce genre de questions et de pouvoir le faire avec des gens qui, en principe, sont également intéressés par le fait de se poser ce genre de questions. Et voilà. Et c'est ça la raison pour laquelle j'ai rejoint le mouvement sceptique. C'est pour pouvoir avoir ce genre de réflexion avec des gens qui vont pas me dire arrête de te prendre la tête, mais qui vont dire c'est intéressant, j'y avais pas pensé comme ça. Voilà. Et ce sera ça mon mot de la fin. Eh ben, c'est un très bon mot de la fin, je pense. Validé. Ok, ben merci pour tous les auditeurs et pour le chat qui a été actif, très actif, qui nous a envoyé plein de commentaires, c'est bien. Enfin voilà, merci à tout le monde. Merci Goulven. Merci Merci beaucoup. Renaud. Jean-Michel. Allez, je rends l'antenne. À la prochaine.